Alors, j'aimerais tout simplement souhaiter la bienvenue à tout le monde, toutes les personnes qui sont présentes. Alors, sans plus tarder, je vais donner la parole à Kevin. Alors, Kevin, c'est à toi. Donc, merci d'être là. Merci d'être là encore aujourd'hui, à être là cette semaine. Je vais faire aujourd'hui encore le FCPQ en direct va parler. On va traiter du projet de loi 40, plus spécifiquement de son avancée depuis le début de l'étude détaillée, donc à l'étape à laquelle on est rendu. Donc, un petit rappel juste avant de commencer sur le cheminement du projet de loi 40. Donc, le projet de loi a été déposé le 1er octobre 2019 à l'Assemblée nationale. Donc, s'en est suivi les consultations en commission, donc du 4 au 13 novembre 2019. La FCPQ a présenté son mémoire le 5 novembre. Donc, je me rappelle, comme on a dit, on a expliqué plus en détail la semaine dernière. Donc, le mémoire de la FCPQ était basé sur la consultation qu'on a fait à chacun des comités de parents qui sont membres de la FCPQ, donc avec notre sondage de consultation. On a peaufiné cette position-là en conseil général au début du mois de novembre pour en arriver à la position officielle de la FCPQ, puis à notre liste de 30 recommandations, dont deux exigences qu'on a pu présenter aux parlementaires. Et ensuite, la troisième étape d'un projet de loi, de tout projet de loi, incluant celui du projet de loi 40, l'adoption du principe à l'Assemblée nationale qui a eu lieu le 28 novembre 2019. Puis maintenant, l'étude détaillée, donc c'est l'étape à laquelle on est rendu depuis le 28 novembre 2019, donc depuis presque 2 mois maintenant. Donc, pour plus de détails sur l'étude détaillée, où on est rendu, puis sur les changements, sur les articles qui ont été adoptés avec des changements dans cette étape-là du processus, je vais laisser la parole à Jean-François Rioux, qui est le secrétaire général à la Fédération. Good, bonsoir tout le monde. Encore une fois, merci d'être présent ce soir pour une nouvelle édition de la FCPQ en direct sur le projet de loi 40. En fait, depuis lundi dernier, quand on s'est parlé la dernière fois, il y a quand même eu du travail qui a été accompli en commission parlementaire. C'est déjà quand même 40 heures de travaux qui a été réalisé, mais on a avancé déjà à un meilleur rythme qu'avant Noël. En fait, c'est 5 articles qui ont été adoptés, les 5 articles qui faisaient partie du thème du choix de l'école. Donc, ce thème-là a été complété. Il a été complété la semaine dernière pour ensuite passer à un prochain thème. Donc, c'est vraiment 5 articles qui ont fait part de discussion entre les parlementaires. Puis finalement, en étant adoptés, bien, ça va être les articles qui vont paraître dans la version finale du projet de loi quand ça va être présenté à l'Assemblée nationale pour son adoption, puis par la suite pour la sanction. Donc, il y a aussi un article qui a été ajouté, un article qui n'était pas dans le projet de loi initialement déposé, mais qu'avec les discussions qu'il y a eu, les amendements déposés, un article qui a été ajouté aussi en lien avec le thème du choix de l'école. Donc, sur ça, je vais passer un par un les articles qui ont été adoptés avec les modifications qui ont été faites, puis expliquer un peu c'est quoi que ça implique, ces modifications-là, puis pourquoi ça a été adopté comme ça, puis le but derrière, l'intention, je devrais dire, derrière ces modifications-là. Donc, premier article de la LIP qui a été modifié, puis l'article du projet de loi en question a été adopté, c'est l'article 4. Avant de traiter vraiment de cet article-là, je vais y aller globalement un peu sur le pourquoi des débats qu'il y a eu sur le thème du choix de l'école. Je pense que la crainte de certains parlementaires, c'était que d'ouvrir les limites territoriales de futurs centres de services, puis pour bonifier le choix de l'école par les parents, ça pouvait faire peur, puis ça pouvait laisser présager une optique de magasinage d'une école, puis que c'était rendu facile de pouvoir les magasiner au-delà des limites territoriales des anciennes commissions scolaires ou puis des nouveaux centres de services. Donc, c'était vraiment la crainte qui était discutée au niveau des parlementaires ou de la commission parlementaire la semaine dernière au thème du choix de l'école. Donc, les modifications qui vont suivre, c'est toutes des modifications qui ont été adoptées pour soulager, je pourrais dire, la crainte qu'il y ait un magasinage d'école. Donc, la première modification, c'est ce qui est en jaune actuellement, c'est un ajout d'alinéa. On disait que le choix
de l'école par les parents était sous réserve de la capacité d'accueil de l'école qui était visée. Donc, le paragraphe qui a été ajouté, c'est pour uniformiser la définition de capacité d'accueil que les centres de services vont utiliser pour justifier l'acceptation ou le refus d'une demande pour d'inscription dans une école en faisant le choix des parents. Donc, on va uniformiser en disant qu'on entend par capacité d'accueil le nombre d'élèves qu'une école peut accueillir en fonction des locaux disponibles, des ressources du centre de services scolaires et des règles applicables en matière de formation de groupe. Donc, ça, c'est des critères qui vont devoir se retrouver dans chaque analyse de la capacité d'accueil de chaque école, de chaque centre de services scolaires. Donc, voici pour la première modification. La deuxième, c'est à l'article 204 de la LIP. Aussi, au niveau du choix de l'école, on a voulu élargir un peu plus la portée des élèves, la compétence du centre de services scolaires sur les élèves. Au départ, c'était les élèves qui étaient domiciliés, qui résidaient sur le territoire du centre de services. On a ajouté un petit paragraphe aussi pour protéger, je pourrais dire, protéger les élèves qui, à ce jour, étaient déjà inscrits dans une école qui était à l'extérieur de leur centre de service. Donc, au moins, en étant là, sont protégés parce qu'ils vont faire partie aussi de la compétence du centre de service actuel. Fait que c'est juste une mesure de protection pour ce qui est des acquis déjà en lien avec le choix de l'école par les parents. La prochaine modification est plutôt mineure, si je peux dire. C'est vraiment une référence qui a été ajoutée à l'article 209. On a élargi un peu la portée pour ajouter que les ententes qui étaient prises avec des établissements qui offraient un centre de protection pour l'enfance ou la jeunesse étaient aussi incluses dans l'article 209 quand c'est l'obligation du centre de services scolaires d'offrir des services puis d'organiser des services éducatifs. Donc, rapidement, c'est juste pour s'assurer que toutes les ententes soient comprises dans l'article 209. Ensuite, l'article 239, c'est probablement où il y a eu le plus de travail, il y a plus de morceaux qui ont été ajoutés pour, je dirais pas limiter le choix de l'école par les parents, parce que ce n'est pas tout à fait une limitation, mais c'est juste pour baliser le choix de l'école pour pas que ça soit un magasinage à barre open de choisir l'école qu'on veut, peu importe dans quel centre de service ça va se trouver. Donc, déjà, on a vu à l'article 4 de la LIP tantôt qu'on disait que c'était en fonction de la capacité d'accueil de l'école en question, mais aussi la deuxième étape, c'est sous réserve des critères d'inscription dans cette école-là. Donc, c'est sûr que si on fait le choix d'envoyer son enfant dans une autre école qui est en dehors de, par exemple, la commission scolaire ou même du centre de service ou même à l'intérieur, il y a des critères d'inscription dans cette école-là. Puis, pour être accepté, pour que l'inscription puisse fonctionner, ben, il faut que ça respecte les critères d'inscription dans cette école-là. Puis, les ajouts qui ont été faits à l'article 239, c'est juste pour préciser ce qui doit se retrouver minimalement dans ces critères d'inscription-là. Donc, on parle de priorité aux élèves qui relèvent de la compétence dans les services scolaires. On l'a vu tantôt, c'est priorité aux élèves qui sont déjà résidents sur le territoire du centre de service. Puis aussi, dans la mesure du possible, en donnant la priorité aux élèves dont le lieu de résidence est plus rapproché des locaux de l'école. Puis aussi, dans la mesure du possible, priorité aux élèves dont il y a une sœur, une frère ou un autre élève avec qui ils cohabitent, qui est déjà dans cette école. C'est vraiment le critère de fratrie qui a été ajouté, que dans tous les critères d'inscription des écoles, ça va, dans la mesure du possible, devoir tenir compte de ces élèves-là aussi avant de prendre une décision. Ensuite, le deuxième alinéa qui était ajouté, ou toujours à 239, c'est lorsque le nombre de demandes d'inscription n'excède pas la capacité d'accueil de l'école, l'étape suivante pour les priorités qui sont à donner aux élèves qui font une demande d'inscription dans cette école-là, c'est ceux qui proviennent d'un autre territoire, mais qui vont déjà fréquenter l'école. On parle d'un élève d'un autre territoire qui fréquente déjà cette école-là pour une raison XY.
si les demandes d'inscription ne dépassent pas la capacité d'accueil, bien, ces élèves-là doivent être priorisés aussi en fonction des autres demandes qui vont rentrer. Puis finalement, le troisième paragraphe qui a été ajouté, le troisième alinéa qui a été ajouté dans cet article-là, c'est juste une balise supplémentaire pour ce qui est de l'adoption de ces critères d'inscription-là, pour être sûr que les critères soient disponibles au moment d'arriver dans la période d'inscription pour que ça soit clair pour tout le monde, que tout le monde puisse avoir les informations requises. Voilà pour 239. Finalement, le dernier article qui a été adopté, c'est lui le nouvel article qui a été ajouté c'est dans le fond pour le cas des écoles 240, qu'on appelle les écoles qui sont vouées à un projet particulier. Donc, toute l'école, c'est un projet particulier. Donc, il y a des critères un peu différents pour ces écoles-là. Dans le fond, on a ajouté au deuxième alinéa une phrase pour aussi s'assurer que de ces écoles-là, qui ont des critères d'inscription différents, bien, qu'il y ait quand même la priorisation des élèves qui relèvent la compétence du centre de service, qui soit applicable un peu à l'image de l'article 239 avec les écoles, je veux dire, régulières, puis pour les écoles 240 avec projet particulier, bien, qu'il y ait aussi une forme de priorisation pour pas que ça soit une situation de trou dans la loi. Je peux dire que pour ces écoles-là, bien, il y a un catalogue, un magasinage qui peut exister, puis qu'on puisse faire des demandes d'inscription sans qu'il y ait de réserve en fonction des capacités d'accueil et des critères d'inscription. Donc voilà pour ce qui est des articles adoptés dans le thème du choix de l'école. Comme je le disais tantôt, il y a beaucoup de travail qui a été fait dans la dernière semaine pour arriver à ça, beaucoup de discussions, puis beaucoup d'amendements qui ont été discutés pour soulager les craintes puis à s'assurer qu'il n'y ait pas de problème d'application quand la loi va être adoptée au niveau du libre choix de l'école. Maintenant, ce qui s'en est suivi à la suite du bloc choix de l'école, c'est des négos pour décider, parce que pour décider quel thème qui va être choisi pour discuter après le thème choix de l'école, bien, ça prend un consensus de tout le monde. Donc, c'est sûr qu'il y a eu une période qui était réservée à la négo sur le choix du thème. Donc, si je ne me trompe pas, on a des extraits de quelques petits extraits de ces négos-là, voir un peu comment que ça se passe, puis comment que ça en est arrivé à choisir le thème suivant. Donc, voilà, je vais laisser le vidéo parler pour moi. La députée de Joliette. Bien, juste un bref commentaire. Là, je sais que ça a été discuté hier, mais je comprends que le ministre a des opérations de communication à faire, mais son devoir premier, c'est de faire le meilleur projet de loi possible, la meilleure réforme possible, puis de travailler ici correctement avec les collègues dans le forum adéquat qui est l'Assemblée nationale et notre commission parlementaire. Donc, si les amendements n'étaient pas prêts, avec ce que ça a suscité hier d'intérêt et d'inquiétude, et de questionnements supplémentaires chez les partenaires qui n'ont pas été consultés, pas plus que nous, dans les oppositions, je ne pense pas que c'était adéquat de faire une sortie de presse et donc une opération de communication si le ministre n'était pas en mesure de nous déposer les amendements dont il parlait hier dans une entrevue. Donc, je veux juste le dire parce que je pense qu'on a quand même un bon esprit de collaboration. On travaille bien ici, mais c'est vraiment pas évident de travailler comme ça quand il y a une trame de communication qui est gérée par le ministre parce qu'il veut, avec ses objectifs stratégiques à lui, établir certaines idées dans les médias et que nous, par ailleurs, on essaie de faire le meilleur travail possible. Les groupes qui suivent le projet le suivent de très près et ne sont pas capables d'avoir un débat éclairé parce qu'on n'a pas la teneur des nouvelles supposées orientations du ministre parce que lui-même nous dit qu'il n'est pas prêt à déposer les amendements. Donc, ça me fait me questionner sur l'opportunité d'avoir fait cette sortie-là hier, si ce n'est que des objectifs stratégiques de communication. Ça, c'était une parenthèse parce que le ministre là, vient de répondre à ma collègue avec ces arguments-là. Mais je veux revenir. Je viens d'aller tous les revoir, les 5 articles qui concernent le personnel enseignant. L'article 4, il vient essentiellement marquer possédant que les enseignants possèdent une expertise essentielle en pédagogie. Donc, évidemment, c'est quelque chose de différent, mais ça n'a pas rapport en soi avec la réforme de la gouvernance scolaire. C'est quelque chose qui aurait pu se faire autrement.
Ensuite, on a 3 articles concernant le redoublement et la majoration des résultats. Puis, on a un autre article qui concerne la formation continue obligatoire. Donc, je ne veux pas m'embarquer là, dans un débat. C'est sûr que le ministre a son projet de loi. Il peut estimer que ces morceaux-là peuvent bien aller ensemble. Mais je veux juste dire que ces 5 articles-là concernent des éléments qui touchent à la réalité du personnel enseignant, qui peuvent être traités de manière distincte du reste, bien évidemment. D'ailleurs, on vient d'en faire la preuve, là, mes collègues l'ont dit, puisqu'on a parlé du choix de l'école avant de parler du reste. Puis sincèrement, c'est une question d'efficacité, de pouvoir traiter d'un sujet qui est très bien circonscrit avec seulement 5 articles qui suscitent énormément d'intérêt de la part des enseignants, qui, je pense, sont un groupe archi-intéressé et archi-pertinent pour nos travaux, et qui eux-mêmes ont dit qu'ils étaient surpris de ces mesures-là parce que ça n'avait pas de lien direct avec la question de la réforme des structures. Donc, évidemment, le ministre peut nous dire que les enseignants vont avoir un nouveau rôle, ils vont siéger là et là, on comprend. Mais ce n'est pas touché, ça, par ces articles-là qui concernent spécifiquement uniquement le personnel enseignant. Puis, comme mes collègues, j'ai beaucoup de craintes sur un éventuel bâillon. Et je me dis qu'on doit être capable de parler des sujets qui concernent le personnel enseignant avant de s'embarquer. Regardez la liste d'articles qui concerne le changement de structure des commissions scolaires. Donc, s'il y a un bâillon qui s'annonce dans les prochaines semaines, je ne suis pas certaine qu'on va se rendre au personnel enseignant. Je pense que c'est essentiel qu'on puisse en parler. Puis après qu'on parle de la structure des commissions scolaires, parce qu'au moins, on va pouvoir avoir fait les 2 débats. On ne commencera pas à marchander des amendements. Pas question de marchandage, non, des pauvres. Je comprends, mais c'est pas là la question. Là, on n'ira pas sur la question d'un amendement sur l'article 48 ou 49. C'est pas là le débat. Ensemble, on essaie de se gouverner pour la suite de nos travaux. La règle, elle est claire. Article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa. C'est ça qu'on a dit. Vous nous avez demandé de travailler en bloc, comme qu'on a fait dans d'autres commissions, vous et moi, nous tous. Puis on a super bien travaillé. Puis oui, des fois, on a changé de bloc. Puis oui, des fois, on s'est dit, finalement, on va aller ailleurs. Puis on l'a toujours fait. Aujourd'hui, là, je pense qu'on pourrait arrêter la grande discussion, là. Puis sincèrement, vous avez quand même tous les partis d'opposition qui vous disent, nous, là, on veut vraiment regarder la question des enseignants. Parce que c'est vrai que la question des enseignants, tout le monde a été surpris de le voir, ces articles-là, dans le projet de loi 40, qui vise essentiellement l'abolition de la démocratie, éliminer les élus scolaires, c'est ça, grosso modo. Puis les enseignants aussi se retrouvent dans ce projet de loi 40. C'était une grande surprise pour le réseau. Tout le monde en convient. Et c'est pas pour rien qu'il y a au-dessus de 50 enseignants ici de la FAE, là. Alors moi, je vous dis, on peut arrêter la discussion puis s'entendre. Allons au personnel d'enseignants, on va travailler ensemble, tous ensemble, on va bonifier puis essayer de comprendre comment on peut essayer de rassurer le réseau, puis on va tous être gagnants, Monsieur le ministre, parce que sinon, on va revenir à la règle, article par article, c'est l'article 2, puis on va faire cheminement spirituel. Monsieur le ministre. Madame la Présidente, je voudrais juste qu'on procède. Je dépose un amendement. J'aimerais ça qu'il soit accepté, déposé, distribué aux collègues. Madame la Présidente, je pense qu'au niveau technique, si on n'est pas en train d'étudier l'article, on ne peut pas déposer l'amendement. Il peut déposer une liste d'amendements. Puis là, il faudrait qu'il y ait le consentement de nous tous. Puis moi, à ce stade-ci, là, je préfère qu'on termine la question de comment on se gouverne pour la suite des choses. Là. Parce que sinon, on dépose un amendement sur l'article 49, mais là, on va dire, tant qu'à faire, on va l'étudier, l'article 49. Donc voilà, pour ce qui est des petits extraits, vous l'aurez deviné que le prochain thème qui est abordé en après-midi, jeudi dernier, mercredi dernier, c'était le personnel enseignant. Donc, c'est sûr qu'ils ont entamé le thème lors de la dernière portion des séances qui s'est tenue la semaine dernière. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas eu énormément de travaux qui ont été débutés. C'est sûr, c'est un bloc de 5 articles qui traitent des enseignants, puis aussi de l'autonomie, puis des responsabilités de ceux-ci. Actuellement, il n'y a pas d'amendement qui a été adopté. Il y a certains amendements qui ont été annoncés
sur la question des enseignants. Puis actuellement, le thème qui revient le plus à l'intérieur de ce thème-là, c'est au niveau de l'autonomie professionnelle des enseignants. Donc là, les parlementaires discutent de la place qu'il devrait avoir d'autonomie professionnelle dans le libellé du projet de loi 40, à savoir ce que c'est un article, est-ce que c'est une partie d'article, est-ce que c'est un mot, est-ce que ça fait partie des débats actuels. Quelques amendements annoncés, rien d'officiel encore, donc ça va reprendre demain. Demain matin, ça va reprendre la discussion sur ces articles-là pour probablement toute la semaine. On va voir pour ce qui est de la prochaine FCPQ en direct lundi prochain, à quel point ce thème-là a avancé ou s'il a été complété. Puis, le cas échéant aussi, on va vous présenter l'étendue des modifications puis qu'est-ce que ça implique pour la suite des choses. Donc, voilà pour mon exposé de ce qui a été fait actuellement comme travail à la commission parlementaire. Merci. Merci Jean-François. Alors, juste rappeler que nous, ici à la Fédération, l'équipe, on se relaie pour suivre évidemment les travaux à la commission. On va vous revenir la semaine prochaine avec les petits faits saignants de ce qui va s'être passé dans la semaine. Alors là-dessus, je donne la parole à Corinne. Bon, alors, bonsoir tout le monde. Moi, je vais vous présenter le fameux amendement. Madame Risky, le député de Saint-Laurent, a fait référence dans la dernière petite vidéo qu'effectivement, le ministre a déposé un amendement. Il n'a besoin pas de consentement. Un amendement peut être déposé à n'importe quel moment. Alors, c'est le fameux amendement qui a fait beaucoup de couler beaucoup d'encre la semaine passée. Alors, on va essayer de décortiquer ça pour vous. Juste avant de voir le contenu de l'amendement, je vous porter votre attention à une couple de questions qui étaient dans notre consultation dans le mois d'octobre. La première question, c'est la question numéro 33 qui dit « Êtes-vous favorable à ce que chaque CSS soit administré par un conseil d'administration? » Alors ça, c'était la question 53 qui est 53 comités de parents qui a répondu. Il y en a certaines qui ne se prononcent pas, la petite jaune que vous pouvez voir ici. Parmi toutes les autres, il y en a quand même 70%, c'était oui. Oui, il y a une gang ici, le 26, qui c'est oui, mais je vous soulage en disant que les oui, mais, c'était qu'est-ce qui était écrit, c'est oui, ils sont d'accord, au moins qu'il y ait un lien entre le comité de parents puis le conseil d'administration. Alors, quand on met les oui puis les oui, mais ensemble, ça donne ça. Il y a vraiment, oui, une 17 qui a dit non. Alors, ça, c'était une question. Deuxième question, c'est la question numéro 64 qui dit « Êtes-vous favorable qu'il n'y ait aucun lien aux représentations entre le CP et le conseil d'administration d'un CSS. » Tu peux voir ici que le rouge, il prend vraiment de place. Le pourcentage ici, c'est 87,9, mais vraiment, il y a, sur les 56 personnes qui ont répondu à cette question-là, 53 a dit non, ils n'accepteraient pas ça. C'était vraiment proche d'un 95% qui était contre qu'il n'y a pas de lien entre le CP et le CSS. Vous pouvez remarquer qu'il n'y avait aucune VAR. Le petit VAR, c'est oui, mais. Il n'y a pas de mais ici. Il y en avait une personne, je pense, qui a dit oui, mais, et non, mais vraiment, il y avait beaucoup de commentaires, par exemple, au niveau de ça. Puis en plus, je peux vous dire que la discussion qu'on a eue au CG, parce que tout ce qui était rouge comme ça, on a discuté au CG en novembre pour vraiment dire pourquoi on est si contre, c'est quoi notre raisonnement, qu'est-ce qu'on demande à la place, qu'est-ce qui est important. Puis, je vais juste vous dire aussi qu'il y en avait dans toutes les 116 questions, il y en avait 4 questions qui étaient rouges comme ça, que tout le monde était contre. Alors, c'était une question qui était vraiment importante pour les parents qui n'étaient pas d'accord avec. Alors, la prochaine diapo, ça vous donne un exemple de certains des commentaires sur cette question-là. Il doit y avoir un lien entre le IHDA, le CP et le CIA. Il est inquiétant et admissible que le CP n'a plus le lien direct avec les centres de services. Il faut conserver la représentation du CP et le lien direct avec le CIA, en particulier qu'il demeure un lien entre le CP et le CIA. Comment concevoir que le CP ne soit pas représenté non plus? Comment les rôles et fonctions des membres du CP peuvent être respectés sans représentant au CIA? Comment l'info va-t-il circuler si les parents qui sont au CIA ne sont pas sur le CP?
Il faut qu'il y ait un lien entre le CIA et le CP pour savoir ce qui se passe dans toutes les écoles du CS et ainsi faire un suivi, etc. Puis je vais vous dire que Hervé a été poli dans les choix qu'il a mis comme libellé. Il y a d'autres mots aussi qu'il n'a pas mis. Un non-sens, ça prend un minimum de 2 parents qui siègent au CIA directement du CP. L'inquiétant et admissible, c'est primordial, c'est une brise de communication. Alors, on a sélectionné quelques-unes, mais on avait comme 2-3 pages de commentaires juste sur cette question-là dans la consultation. Ça a montré, puis comme je dis, à la Conseil général, c'était pas juste dans ces questions-là, mais un petit peu partout dans la journée que c'était primordial que ce lien-là va être maintenu. Aussi, nous, à la Fédération, suite à tous les passages en commission parlementaire, on a révisé toutes les vidéos, toutes les personnes qui donnaient une allocation. On a aussi révisé toutes les mémoires qui étaient déposées. C'est les mêmes informations que présentement les parlementaires ils travaillent avec pour proposer des amendements, puis pour savoir qu'est-ce que les groupes ils veulent, etc. Alors, cette inquiétude-là pour le lien entre le CP et le CIA a été partagée par d'autres groupes de parents aussi. Premièrement, on peut lire The parents, members of the board must be members of the parent committee of the service center. EPCA, c'est les comités de parents anglophones. La recommandation 7 qui vient de Je protège mon école publique, maintenir les liens réels entre le comité de parents. Excuse-moi, il faut juste que je tasse mes écrans parce que je n'ai pas capable de lire. Avec tout ça dans place, entre le comité de parents et les éventuels conseils d'administration des centres de services. Ensuite, conservation du lien comité de parents, conseil d'administration. Les parents ne feront aucune concession. Ce lien est indispensable pour rendre le CIA légitime aux yeux des parents. C'était dans la mémoire, le CP de CSDM. Puis, la proposition de gouvernance du projet de loi 40, notamment dans son proposition de création de conseil d'administration formé, entre autres des parents, a aussi une grande lacune par l'absence de lien entre les parents siégeant sur le conseil d'administration et les parents membres du comité de parents. Alors, on était capable de déduire que dans tout, puis dans les discussions au CG, dans le retour de consultation, cette lien-là était primordial. Puis je ne vais pas dire juste maintenant, mais historiquement aussi, le projet de loi 86 en 2016, c'était la même chose, cette lien-là. C'était un point très chaud que c'est primordial que cette lien-là est maintenu. Alors, par la suite, je vais assurer que j'ai tout dit. Oui, parfait. Alors maintenant, on va mettre la comparaison. Alors, vous avez devant vous le tableau, le LIP actuellement. Alors, qu'est-ce qui se passe présentement? Je sais que je n'ai pas écrit la lettre de le texte de la loi tout, parce que ça va être long, mais j'ai gardé les essentiels. La commission scolaire, présentement, est administrée par un conseil de commissaires composé des personnes suivantes. 8 à 18 commissaires, dont un président, 3 à 4 commissaires représentants du comité de parents, au moins une primaire, une secondaire, une IHDA. Puis 2 maximum commissaires cooptés si les membres se jugent opportunes. Alors, présentement, sur la possibilité de 18 commissaires, jusqu'à 4 peut être par an, ça donne une 22 de représentation. Puis on sait tous qu'il y a le lien direct entre les CC et le CP parce que le Libali, présentement, c'est les commissaires représentants du comité de parents. Alors, c'est comme ça qu'ils sont libellés dans la loi, les commissaires représentants du comité de parents. Qu'est-ce qui était proposé dans le dépôt de le projet de loi 40 le 1er octobre? Les CSS francophones, puis s'il y a du monde anglophone, nous excusons, on va parler pour le francophone parce qu'on sait l'anglophone, c'est d'autres choses. Puis si à un moment donné, on a un amendement ou de changement à ce niveau-là, on va les traiter aussi. Alors, le CSS francophone, administré par un CIA composé de 16 membres, 8 parents siégeant à un conseil d'établissement, 4 primaires, 3 secondaires, un FP, 4 représentants de la communauté résidant sur le territoire de ces SS et 4 membres du personnel. Alors oui, effectivement, ça donnait 50 de représentation. C'était des parents, mais il n'y avait aucun lien entre le CIA et le CP. Les parents et les représentants de la communauté étaient élus par les parents membres du CI. Puis
Puis les parents occupés, par exemple, la présidence et la vice-présidence. Puis ici, c'est ici que le lien a été brisé parce que si on avait des parents qui siègent juste sur un conseil d'établissement, il y avait le vue de seulement une école, pas le vue d'ensemble de toute la commission scolaire. Puis comme exemple, il peut avoir les 4 parents qui viennent tous de la même école primaire. Puis il peut avoir les 3 parents secondaires qui viennent tous de la même école secondaire. Puis même dans les régions, il y en a des régions comme aux Îles-de-Madeleine, il y en a juste une école secondaire. Alors, c'est effectivement, ils vont bien 3 parents de la même école secondaire. Alors, ça, c'était ce qui était proposé le 1er octobre. L'amendement que la ministre a déposé la semaine prochaine, c'était la composition d'un conseil d'administration pour les CSS francophones avec 15 membres, 5 parents, membres du comité de parents, représentant chacun un district, 5 membres du personnel, 5 membres de la communauté, domicile, résidence principale et sur le territoire. Alors, ça ne peut pas être juste quelqu'un qui a un chalet dans les Laurentides qui peut siéger sur le conseil d'administration. Il faut que c'est leur domicile principal. Alors, ça donne 5 sur 15, un 33 % de représentation des parents et un lien direct entre le CA et la CP. Puis les élections, ils passent au CP. C'est le CP qui va élire les 5 membres. Puis ces 5 membres-là, il faut qu'ils restent membres de leur comité de parents. Puis oui, chacun des districts, ça va assurer une représentation territoriale. Voilà, excuse-moi. Les parents sont élus par le CP. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, que du monde est passé à côté, parce que la semaine passée, il y en avait une deuxième page, et si vous voyez sur le site de l'Assemblée nationale, il y a 2 pages concernant cet amendement, vraiment le texte de la loi, mais aussi des choses qui vont dans la façon des élections, puis des notes complémentaires, on va dire. Les membres de la communauté vont être désignés par les autres membres du CIA. Alors, ça veut dire les 5 parents, puis les 5 membres de personnel vont désigner les 5 membres de la communauté. Ça, c'est une force très importante pour les personnes qui sont au conseil d'administration. Puis bien sûr, les parents occupant toujours la présidence et la vice-présidence. Alors, ça, c'est qu'est-ce qui est proposé. Alors, comme Kevin a dit la semaine passée, quand il fait certaines entrevues médiatiques, c'est un meilleur tiers que la moitié, puis c'est définitivement meilleur que le 20 à 25 % qu'on a présentement sur les conseils des commissaires comme représentation des parents. Alors, avec cet amendement-là, proposé par le ministre, je pense que c'est important d'ajouter que le 555, il y a beaucoup de questionnements là-dessus. Ce n'était pas notre demande du tout. Ce n'était pas du tout dans notre mémoire ou dans notre passage en commission parlementaire. Mais si vous avez révisé tous les documents puis tous les passages, il y en a 5 d'autres partenaires, qui s'incluent les directions générales, les cadres scolaires, puis les 3 organisations de direction d'école qui a demandé cette parité-là ou cette tiers-là. Alors, je vais vous dire pour échanger avec les partenaires, puis eux autres, ils tenaient tous ensemble pour avoir pas un groupe qui prend la majorité, on va dire des vraies affaires. Puis c'est une gouvernance saine qui n'a pas un groupe qui contrôle tout, qui est vraiment une parité pour travailler ensemble en collaboration. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qui est primordial dans cette loi-là, l'esprit de collaboration pour travailler ensemble. Puis même si on n'aime pas ça, le 555, quand tu plusieurs d'autres groupes qui la demandent, puis le ministre a décidé d'accorder, mais c'est ça. Voilà. Alors, avec cet amendement-là proposé par le ministre, on a commencé à évaluer nos exigences puis nos recommandations. Qu'est-ce qui a été fait jusqu'à date? Alors, premièrement, notre plus gros exigence, qu'au moins 4 des représentants des parents des élèves au conseil d'administration du centre de service soient désignés par les comités de parents, c'est définitivement atteint. Puis aussi qu'ils restent représentants de leur comité de parents pour qu'ils aient toujours des informations qui vont dans les 2 sens. Ça aussi, c'est maintenu. Puis qu'ils restent membres de leur conseil d'établissement aussi. C'est qu'est-ce qui se passe présentement? Les commissaires représentant le comité de parents présentement, qui en a 3 ou 4, ils siègent sur le CP, ils siègent sur le conseil d'établissement. On maintient la même chose. C'est juste qu'au lieu de 3 ou 4, maintenant, ils vont en avoir 5.
Aussi, notre recommandation que le projet de loi voit dans la composition de conseil d'administration une représentativité correspondant à la réalité territoriale, c'est atteindre avec les parents qui vont venir chacun d'un territoire au lieu d'être d'école primaire ou secondaire. Il va représenter, il va être choisi parmi un territoire. Ça va assurer que dans les commissions scolaires où il y a une grande ville ou deux grandes villes, c'est pas juste du monde dans les grandes villes, mais toutes les plus petites villes puis les villages aussi, ils vont être bien représentés, puis leur voix, ils vont être bien entendus. Notre recommandation 12, aussi que la FCPQ recommande les représentants du conseil d'administration doivent conserver leur siège, mais c'est bien là. Puis aussi la recommandation 14, FCPQ recommande que les représentants de la communauté ne puissent pas garder leur siège au conseil d'administration s'ils ne résident pas sur le territoire. Alors, indirectement, ça assure qu'ils y résident parce que leur domicile principal, il faut que c'est sur le territoire de le centre de service. Alors, c'est 4 parmi 30. Puis je vais laisser Kevin en parler plus, mais je vous dis que le travail n'est pas fini. Il y en a 26 d'autres qu'on travaille là-dessus. Pour assurer qu'ils sont amendés ou adoptés dans la loi aussi. Alors, sur ça, je passe la parole à Kevin. Donc, merci Corinne. Donc, un petit mot à la fin là, pour conclure, là, puis au risque de me répéter, ce que les autres, Corinne ou Jean-François, ont dit avant moi. L'amendement est venu répondre à plusieurs de nos recommandations, là, puis des commentaires que les parents ont faits. Comme on a pu le voir, là, ces commentaires-là ils ont été faits quand on les a consultés sur notre sondage de consultation, qu'on a consulté nos comités de parents membres de la FCPQ. Là, on a au Conseil général aussi. Donc, au Conseil général, tout ce qui était dit, ce qui était noté sur nos napperons, donc, ils ont été retenus donc, pour faire nos recommandations, nos exigences aussi. Donc, on voit que ce projet, en fait, c'est un projet d'amendement qui n'a pas été adopté encore, mais qui va sûrement être discuté. Donc, qui vient répondre à certaines des commentaires, des recommandations, des questionnements que les parents avaient. Je le répète aussi, depuis le 5 novembre dernier, depuis qu'on a passé en commission parlementaire, il faut un lien. Il fallait ce lien-là entre le comité de parents et le conseil d'administration. Puis oui, on peut dire, je suis content que cette exigence-là a été entendue et ait été prise en compte par le ministre dans son amendement. C'est de quoi d'important pour nous. C'est de quoi qu'on peut dire même historique avec le projet de loi 86 qui brisait aussi ce lien-là à l'époque. Donc, on peut dire si, bien sûr, cet amendement-là va suivre son cours et est adopté, va pouvoir répondre à l'exigence qu'on avait. Oui, avec le projet de loi 40, on représentait, avec la première mouture, on représentait la moitié du CA. Puis maintenant, on va être seulement le tiers. On peut dire seulement le tiers, mais comme Corinne l'a dit, ce que je dis quand on me pose la question dans les médias, on peut considérer ça comme étant un meilleur tiers que la moitié qu'on avait à l'origine dans le projet de loi 40. Les 5 parents vont représenter l'ensemble des parents en cause de leur vue d'ensemble du comité de parents. Donc, le comité de parents a une vue d'ensemble du territoire. Donc, ces 5 parents-là vont pouvoir représenter l'ensemble des parents du territoire, étant donné qu'ils siègent aussi au comité de parents. Ça va aussi assurer une prise en compte des besoins de tous les élèves du territoire, puis une meilleure communication entre les instances, donc entre le CA et le comité de parents, bien sûr entre les conseils d'établissement et les parents de chacune des écoles et le comité de parents du centre de service scolaire. À ça, il faut bien sûr aussi ajouter, ce qui est important de noter, que la présidence et la vice-présidence vont être assumées par les membres parents. Je veux aussi vous rappeler, puis là, c'est quand même important, que l'objectif de la FCPQ, puis probablement l'objectif de la majorité d'entre vous qui s'impliquent, qui s'engagent dans les instances scolaires au niveau parental, qui font du bénévolat dans nos écoles, c'est pas l'important pour vous, là, pour la FCPQ, puis j'en doute pas pour vous aussi, ce n'est pas d'être ceux qui ont le pouvoir, pas être ceux qui ont le contrôle, pas être ceux qui ont 100% raison, qui prennent toutes les décisions, qui ont le contrôle sur les décisions ou qui parlent le plus fort, mais c'est vraiment de faire, de travailler en collaboration puis de prendre toujours les meilleures décisions pour la réussite de nos élèves. Un conseil d'administration avec la parité entre les parents, entre les membres de la communauté, qu'on peut aussi appeler les experts, hein, parce qu'ils vont avoir des profils, donc on pourrait même dire que c'est des parents, des experts, puis les professionnels, les employés de la commission scolaire ou du centre de service scolaire.
Je pense que c'est très bien. Ça assure une parité à 3 groupes. On va dire ça comme ça, une parité à 3 groupes. C'est déjà plus de parents qu'on a présentement. Je sais qu'on ne veut pas avoir le contrôle. Que je viens de dire que le contrôle, ce n'est pas vraiment ce qu'on cherchait les parents, mais présentement, on a à peu près le quart des représentants dans cette instance-là, dans l'instance de gouvernance. Maintenant, on va pouvoir dire qu'on va avoir le tiers des représentants qui vont provenir du comité de parents. En plus de ça, ce tiers-là, le tiers des parents vont pouvoir aussi collaborer avec les professionnels à choisir le dernier tiers. Donc, les 5 experts, les 5 membres de la communauté qui vont siéger au CA. L'important, je le répète, c'est que toutes les personnes travaillent en collaboration entre elles, puis qu'il y ait la réussite des élèves en tête, puis comme objectif. À propos des élèves EAGAA du parent qui provient présentement, le commissaire représentant du comité EAGAA, donc c'est notre deuxième exigence dans ce projet de loi-là. On ne la laisse pas tomber, cette exigence-là. Elle fait l'exigence qu'il y ait un parent qui représente le comité EAGA, qui siège aussi au CA. C'est pas qu'il est possible avec l'amendement qui est là, mais ce n'est pas assuré. Donc, ce n'est pas assuré qu'un de ces 5 parents-là va provenir du comité EAGA. Donc, on continue à échanger avec les parlementaires sur cette exigence-là qu'on a ici à la Fédération des comités de parents, qu'il y ait un parent du comité EAGA qui soit inclus. Donc, on va même d'une suggestion, là. Au lieu d'avoir 5 districts, on pourrait très bien séparer le territoire en 4 districts, un parent par district, puis un 5e parent qui viendrait s'ajouter qui proviendrait du comité EAGA. Puis tous ces parents-là, bien sûr, faudrait qu'ils soient choisis par le comité de parents. Donc, ils devraient passer la procédure d'élection du comité de parents. Finalement, pour terminer, je vous invite encore une fois la semaine prochaine pour avoir le suivi du déroulement de l'étude détaillée du projet de loi 40. Donc, on devrait avoir des nouvelles sur peut-être le prochain thème qui va être abordé, puis sûrement sur les enseignants là, sur le thème qui est abordé cette semaine à l'étude détaillée. D'ici là, quelque chose qui est important, je veux souligner aussi là, que si vous avez des questions, des commentaires, ne pas hésiter de communiquer avec nous, avec l'équipe. On est là pour répondre à vos questions, on est là pour prendre en compte vos commentaires. De ne pas hésiter à communiquer avec nous. On est ouvert, on répond quasiment à 24/24. Mais sinon, laissez un message, puis c'est sûr qu'on fait des suivis très rapides à vos questions ou vos commentaires. Donc, ça serait tout pour moi. Donc, je vous souhaite une bonne semaine, un bon restant de soirée. Puis on se dit à la semaine prochaine. Alors, merci, Kevin. Juste parce que pendant que Kevin parlait, je sais qu'il y a plusieurs questions qui sont apparues dans le chat. Alors, je vais essayer de répondre, puis si Kevin veut ajouter, il peut, parce que c'est difficile de parler puis lire les questions en même temps. Alors, je veux juste clarifier une chose, que nous, on ne négocie pas avec le ministre. On explique nos exigences, on explique nos recommandations. Autant qu'on explique à la ministre, on explique à toutes les partis politiques. On a rencontré chacun des partis politiques pour expliquer nos exigences puis nos recommandations. Malheureusement, ce n'est pas nous qui décident qu'est-ce qu'il va décider de poser puis à quel moment ou à qui va rester de déposer quoi. Vous pouvez vous partager pour peut-être vous éclairer sur la représentativité de l'IHDA. Les 4 partis, ils comprennent l'importance. Puis, surtout quand on a rencontré les oppositions, ils se sont dit clairement qu'il y a tous hâte de déposer cet amendement-là ou cet sous-amendement-là, comme on voulait la mettre. Alors, c'est pas une question de négociation, c'est une question de discussion, de collaboration. On collabore avec, comme je dis, la ministre, avec tous les partis politiques, puis avec tous les partenaires aussi. Alors, qu'est-ce qui peut être dit dans un article ou dans une entrevue? C'est les médias qui vont décider, c'est pas nous autres qui décident non plus. Alors, j'espère que ça clarifie. Pour le IHDA, ce n'est pas fini, c'est loin d'être fini. Alors, tout le monde est au courant de notre exigence, puis on est satisfait avec notre première exigence qui est répondue parmi des autres recommandations, puis on ne lâchera pas le morceau pour la deuxième exigence non plus. Je vous remercie pour nous suivre si proches. Je vous remercie pour tous vos commentaires et vos messages que vous nous envoyez. Ça nous alimente comme équipe.
Puis on ne lâchera aucun morceau. Est-ce qu'on peut tout avoir? Non, mais on peut laisser à côté ou accepter d'autres choses, mais l'IHDA, on n'acceptera pas. Puis tout le monde est au courant. Alors, merci beaucoup, puis je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup tout le monde. Ça termine la Rive CPQ en direct pour ce soir. Alors, comme Kevin le mentionnait il y a quelques instants, on vous invite à vous reconnecter encore la semaine prochaine pour la suite des choses. Alors là-dessus, merci beaucoup et bonsoir à tout le monde.